d'attente parce qu'on est en train de lancer le Facebook Live. C'est bon ? C'est bon, c'est parti. Bien, bonjour à chacune et chacun d'entre vous pour cette ouverture du premier séminaire du Collège des mondes possibles qui est né d'un constat en réalité, le constat facile à faire que le monde change du fait d'un certain nombre de phénomènes, du fait de la démographie galopante sur certains continents, du fait du numérique, du fait de la globalisation de ce monde, qu'accompagnent les nouvelles technologies et qu'accélèrent les nouvelles technologies. Je ne vais pas faire tout l'inventaire de tous ces phénomènes qui font que le monde change à une rapidité considérable. Et tous ceux qui sont en charge de l'organisation et du fonctionnement de ce monde sont un peu pris de court et règlent ou tentent de régler les problèmes que posent ces changements sous la pression, dans l'actualité immédiate, en fonction des impératifs souvent politiques au sens politicien du terme, et toutes les décisions sont prises dans l'urgence et sous la pression. Et il nous a semblé, un jour de grande observation avec mon ami Régis Debray et puis mon ami Thierry Grillet, qu'il serait bien qu'on puisse se poser pour envisager ces grands sujets auxquels le monde doit faire face de façon différente, en dépassant l'actualité, en essayant de sortir de la pression et d'envisager ces évolutions et peut-être d'ouvrir des voies qui nous permettront de trouver des solutions durables et qui nous permettront de faire en sorte que le monde évolue positivement, l'homme étant évidemment au centre de tout cela. Alors, on a un peu accéléré parce que on avait choisi ce sujet des migrations bien avant qu'il soit question de faire une loi. Et puis on s'était donné le temps d'organiser, de constituer ce collège. On faisait ça assez tranquillement. Et puis on nous a expliqué qu'une loi allait sortir. Alors on s'est dit que là, pour le coup, il fallait peut-être être dans l'actualité et d'essayer d'éclairer ceux qui sont en charge d'organiser ce nouveau texte. Je ne vais pas aborder le fond maintenant. Vous allez largement avoir l'occasion d'entendre et de participer, parce que vous allez avoir un certain nombre d'intervenants qui vous diront leur façon de voir les choses sous des angles tout à fait différents, mais vous pourrez effectivement participer, poser des questions, éventuellement faire des suggestions. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi ce thème des migrations pour ouvrir les travaux du collège ? C'est simplement parce que c'est sûrement un des problèmes majeurs qui se pose au monde aujourd'hui et qui va probablement restructurer le monde. La démographie, vous le voyez bien, la démographie. Alors ce sera d'ailleurs le premier sujet que traitera François Héran, à savoir celui de l'Afrique et de sa démographie galopante. On nous annonce dans les 2 ou 3 décennies qui viennent 2 milliards d'Africains. Il est évident que ça va provoquer des migrations bien au-delà de ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Cette globalisation, je vous l'ai dit, les guerres, voire les génocides. On a des phénomènes de migration qui se sont déclenchés dans les toutes dernières années du fait des conflits en Syrie, mais aussi du fait d'un génocide en Birmanie. Les Rohingyas sont presque 800 000 à avoir franchi la frontière du Bangladesh. Le réchauffement climatique, les causes climatiques des migrations, les équilibres économiques, évidemment. Des migrations plus soft, je dirais, de ceux qui ont le désir de
changer de territoire ou de changer de culture ou qui s'intéressent à des développements à l'autre bout du monde. Aujourd'hui, les jeunes diplômés, c'est des citoyens du monde. Les jeunes diplômés d'aujourd'hui n'ont pas la même notion des frontières que les générations précédentes. Donc beaucoup de questions de fond à aborder. Les causes des migrations, je viens de le dire. Alors, une fois qu'on a identifié les causes, est-ce qu'il faut les traiter en amont ? Sûrement. Mais il faut aussi se dire que les migrations sont inéluctables et que donc il faut les organiser. Et pas seulement sur la défensive, mais en essayant de construire un nouveau monde qui intègre ces migrations. Le sujet de l'hospitalité, qui est un sujet de philosophie et qui touche à l'humanisme et à la place que l'on veut donner à l'homme au milieu de la société. La soutenabilité, les migrations qui ont lieu et qui arrivent dans des pays, et notamment le nôtre, où la protection sociale est très élevée, où l'État est devenu un État-providence. Et évidemment, ça provoque un certain nombre de rejets, et on le voit bien, il y a une récupération politique qui peut être faite autour de ces phénomènes. La question, évidemment, la question culturelle. Les migrants viennent d'Afrique, viennent d'Asie, qui sont des continents qui sont de cultures totalement différentes, qui n'ont pas la même notion des rapports individuels, qui n'ont pas les mêmes notions de ce qu'est la famille, qui n'ont pas la même notion de la place de la femme dans la société, qui n'ont pas la même notion de l'éducation. Et évidemment, tout ça fait que le problème des migrations, c'est un thème très sensible, qui est l'objet de fantasmes ou de manipulations politiques, aggravées d'ailleurs depuis le développement du terrorisme, qui provoque là aussi un certain nombre de réactions politiques pas toujours saines. Donc il faut aborder ces thèmes-là au fond pour éviter que les extrêmes s'emparent du sujet, l'éviter ou en tout cas éviter qu'ils s'en emparent avec trop de succès. Vous allez donc entendre de nombreux points de vue qui vont chercher à balayer l'ensemble des questions qui se posent en espérant ouvrir des voies nouvelles pour traiter ces sujets, voire envisager quelques débuts de solutions. Et Régis Debray nous y encourage très fortement. Vous avez pu constater qu'on a essayé de choisir des intervenants, et c'est aussi le cas de la composition du collège, qui trouve un équilibre entre ceux qui pensent cette société à venir, les philosophes, les sociologues, ce qu'on appelle les intellectuels, et puis ceux qui sont dans l'action au quotidien, les politiques, les administratifs, les chefs d'entreprise, et qui sont confrontés au quotidien avec ces sujets. Alors, ce qu'on a souhaité aussi, c'est qu'on ne traite pas ces sujets uniquement à partir du cas français, pays qui reçoit un grand nombre de migrants. Évidemment, on n'évitera pas de le traiter. Calais dans tous les esprits. Et pour nous, les Normands, Ouistreham, encore très proche, et où se développe là aussi un vrai cas d'école, et qui doit nous aider à réfléchir. Et pas seulement non plus au niveau de l'Europe. On a, vous savez, 2 invités, allemands et grecs, qui viendront nous parler des cas de ces 2 pays qui reçoivent beaucoup de migrants. Mais à l'échelle du monde, et c'est ce que j'ai demandé en tout cas aux intervenants, qui, les uns et les autres, ont bien compris l'esprit dans lequel nous avions organisé ce séminaire, mais à l'échelle du monde. Donc merci à tous ceux qui ont accepté de participer à la création de ce collège, au premier rang desquels j'ai à remercier Régis Debray et Thierry. Je vous l'ai dit, Thierry Grillet qui est notre coordonnateur et l'animateur de ces deux journées.
Et puis à l'organisation de ce premier séminaire, en remerciant tout spécialement Didier Lesky, qui nous a beaucoup aidé dans l'organisation et dans les contacts qui ont été pris avec tous les intervenants que je remercie également, les intervenants, donc je vous l'ai dit, français, grecs, allemands. Alors, je dis souvent qu'à Deauville, le monde et les cultures se rencontrent. Deauville étant ainsi ouverte aux idées, aux hommes de toute provenance, et voulant accueillir tous ceux qui s'interrogent sur le monde qui vient. Alors je vais laisser la parole maintenant et la place à ceux qui pensent et ceux qui agissent, comme je viens de vous le dire, afin qu'ils nous aident à réfléchir, à envisager et à imaginer les mondes possibles pour demain. Merci d'être ici et je vous souhaite vraiment de très fructueux travaux. Thierry. Bonjour, moi je serai modestement le maître du temps, le maître des horloges. Donc je vais appeler d'abord les intervenants et puis à l'issue des interventions, le micro sera très largement partagé par vous ou par les membres du collège pour eh bien une séquence de questions-réponses puisque chacune de ces interventions soulèvera, je crois, pas mal de questions. Alors, on va tout d'abord accueillir François Errand. François Errand est professeur au Collège de France, il est démographe, il a publié de nombreux livres. Le dernier livre paru, c'est celui qui est paru en 2017 aux éditions de la Découverte et qui s'appelle Avec l'immigration, mesurer, débattre, agir. C'est un beau programme. Et le titre de votre intervention aujourd'hui, la place de l'Afrique dans l'immigration présente et à venir, est vraiment, j'allais dire, au cœur de nos interrogations, puisque, comme on le sait, si on doit schématiser, disons, les circuits de l'immigration, d'émigration, disons, en Europe, il y en a deux. Il y a évidemment celle qui vient d'Afrique, et puis il y a celle qui vient d'Asie, d'Afghanistan, en passant par la Turquie, qui, du reste, reprend à l'envers les conquêtes d'Alexandre, puisque c'est par ce chemin qu'Alexandre est allé se perdre jusqu'en Inde. Donc c'est intéressant de voir que quelques siècles, quelques millénaires après, bien finalement, c'est cette même route que l'on prend. Alors, dans ce domaine-là, la place de l'Afrique, il y a beaucoup de fantasmes. Il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de crispations entre ceux qui sont pour une Europe porte fermée et puis ceux qui sont pour une Europe porte ouverte. J'allais dire, entre les deux extrêmes, il n'y a pas de conciliation possible et probablement ces deux extrêmes ne sont pas justes. Et il y a sans doute au milieu probablement la place pour la réflexion. Et face aux fantasmes, mesurer, débattre pour agir, je pense que c'est une attitude sage. Merci à vous, François Errand, de nous éclairer. Merci pour cette introduction. Merci aux organisateurs de cette journée, de ces deux journées. Je suis vraiment très honoré d'avoir été invité parmi vous. Alors, je vais vous parler de l'Afrique. En fait, il sera surtout question de l'Afrique subsaharienne, parce que c'est elle qui concentre l'attention en ce moment. Vous avez peut-être vu, il y a eu la semaine dernière la couverture du Point qui était consacrée à ce sujet, à la suite du livre de Stephen Smith. Le président Macron a fait allusion au moins 2 reprises à la démographie, à la croissance démographique en Afrique et au problème de la surfécondité africaine. Et donc, je vais essayer d'abord de vous dire, au fond, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on peut savoir sur la situation actuelle et qu'est-ce qu'on peut essayer d'anticiper sur les décennies prochaines.
il faut savoir que nous avons maintenant, et alors ceci existe depuis 1956, à cette époque-là, que pour la première fois, on était capable de savoir combien il y a d'habitants dans le monde. C'est-à-dire de faire une compilation assez systématique de tous les recensements qui avaient été effectués dans le monde, parfois remplacés par des enquêtes quand on n'a pas de recensement. Et c'est donc l'Université de Princeton et les Nations Unies qui se sont alliés à partir de 1956 pour faire ces estimations sur toute la période passée et puis des projections démographiques sur l'avenir. Alors ce sont des projections, je ne vais pas entrer dans le détail, mais enfin qui consistent à essayer de savoir quelles sont les forces de fécondité, de mortalité, de natalité ou de migration qui, année après année, évidemment, alimentent la pyramide des âges. Et vous avez ici donc une projection assez ambitieuse parce qu'elle va jusqu'en 2100. C'est évidemment très théorique et c'est sur la base d'hypothèses. Donc c'est vraiment de what if, que se passerait-il si on garde un certain nombre de paramètres actuels, avec en même temps aussi déjà une petite hypothèse de convergence des taux de fécondité. Et vous voyez que là, donc nous sommes ici, tout ce qui est à gauche, ce sont des choses qui ont pu être observées, à droite, ce sont les projections démographiques. Et évidemment, pour l'instant, quand même, le continent le plus important actuellement et de très très loin, c'est l'Asie. Et j'ai décomposé l'Asie en Inde, Chine et reste de l'Asie, parce que l'Inde et la Chine, à eux seuls, en ce moment, c'est quasiment 40% de la population mondiale, il ne faut pas l'oublier. Donc l'Afrique, pour l'instant, est très en deçà de l'Asie par les effectifs de la population. Et nous allons voir pourquoi. Enfin, la croissance démographique de l'Afrique subsaharienne est considérable. Et vous voyez que le reste de l'Afrique, dans lequel se trouve le Maghreb, va évidemment croître, mais pas du tout dans les mêmes proportions. Et c'est la raison pour laquelle je vais me concentrer sur l'Afrique subsaharienne. Vous voyez qu'à la fin, en 2100, horizon évidemment très lointain qu'aucun de nous ne connaîtra, en gros... Et là, on peut regarder la même chose en termes de pourcentage. Donc, je vais vous indiquer la répartition en pourcentage de la population par continent et grand pays en 1950, en 2000, en 2050 sur les projections et en 2100. Et vous voyez un petit peu comment l'Europe, par exemple, est déjà passée de 22% à quelque chose comme 10% actuellement et va encore décroître. L'Amérique latine est très stable, l'Amérique du Nord également. L'Asie et notamment la Chine, effectivement, voit sa population considérablement réduite. L'Inde est assez stable, mais c'est surtout évidemment l'Afrique subsaharienne qui donc, toujours selon ses hypothèses de projection, là j'ai pris les hypothèses moyennes, il y a plusieurs scénarios, j'ai pris le scénario moyen que les Nations Unies jugent le plus vraisemblable. Vous auriez donc 36% de la population mondiale qui serait africaine, un tiers qui serait de l'Afrique subsaharienne. C'est moins que les pays asiatiques réunis. Dans le reste de l'Asie, vous avez quand même des pays comme l'Afghanistan, le Pakistan, etc., qui sont inclus. Voilà un peu le tableau d'ensemble. Alors, c'est le seul cas où je vais reproduire un graphique que je n'ai pas fait moi-même, mais il est tellement intéressant, je vais vous le commenter. L'ONU a régulièrement été surprise par le comportement démographique des différents pays, des différents continents. Et voilà, là vous avez ici la façon dont, en 1981, l'ONU avait fait ses projections, toujours selon le scénario moyen, le plus conservateur. Et vous voyez que donc on était entre 75-80, et tout ce qui est en pointillé, c'était les projections. Et on avait l'idée que l'Afrique, ici en vert, allait connaître un sort totalement parallèle à celui de l'Asie. Que la Chine, on savait qu'elle allait stagner parce que la politique de l'enfant unique avait déjà, depuis justement 1975, c'est la date à laquelle elle a été établie, que l'Amérique latine aussi était arrivée à la fin de sa transition démographique, que l'Europe allait stagner, mais on pensait que l'Afrique allait suivre, avec un retard de temps finalement, la transition démographique qui fait qu'on arrive à un système où il y a moins de natalité, moins de mortalité, mais quand même un équilibre. Il y a toujours l'idée chez les démographes qu'il devrait y avoir finalement, malgré de longues périodes de transition, un équilibre. Et puis en fait, quand vous regardez les projections qui viennent d'être publiées par les Nations Unies, changement complet,
Et la projection de l'Afrique, elle est là. Alors, ce sont c'est 4,5 milliards d'habitants en 2100. Et vous voyez que l'Afrique sort complètement du schéma normal de la transition démographique, à la grande surprise de l'ONU. Ce qui s'est passé, c'est que toute une série de pays ont très très peu baissé leur fécondité. Et donc, dès que vous écartez du seuil de remplacement, c'est multiplicatif en démographie. Ça explose très vite. Et dès que vous descendez en dessous du seuil de remplacement, ça implose également assez vite. Ça, c'est une des caractéristiques de la dynamique démographique. Voilà donc un peu, c'est toujours intéressant de se repencher sur les projections du passé pour voir pourquoi elles ont été démenties. Alors on va essayer d'entrer là-dedans. Le ressort principal, alors c'est pas les questions de mortalité, parce que l'espérance de vie s'est considérablement accrue en Afrique, l'état de santé a considérablement progressé, la mortalité infantile a reculé, il y a encore des progrès à faire, mais enfin la mortalité infantile dans un pays comme le Mali est très inférieure à ce qu'elle était en France au XIXe siècle, par exemple. Donc, du coup, le ressort, le moteur principal de la croissance démographique, c'est la fécondité. Alors, je vous ai mis à droite le nombre moyen d'enfants par femme. Vous voyez, donc l'espèce humaine en moyenne a 2,37 enfants par femme, est un peu au-dessus du seuil de remplacement. Et puis j'ai rangé les différents continents et vous voyez que l'Europe en bas est à 1,6, ce qui est évidemment très bas. L'Amérique du Nord est encore particulièrement dynamique. Et à côté, vous avez l'Afrique, où là, on est à 4,40. L'Afrique subsaharienne, c'est 4,75. Ce sont des chiffres encore très importants. Alors, les records historiques sont là, enfin, les records actuels. Il y a le Niger, qui est en ce moment donc à plus de 7 enfants par femme, mais aussi des pays comme la Somalie, la République démocratique du Congo, le Mali, le Tchad. Vous remarquerez qu'à part la Somalie, ce sont des pays enclavés, ce sont des pays très pauvres, enclavés, dans la bande côtière, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, etc. Il y a eu une baisse de la fécondité tout à fait notable, et on n'est pas à 4, quelque chose, on est plutôt à 3, quelque chose, enfin, c'est surtout dans les capitales. Donc vous voyez le fait que donc, l'Afrique est entrée dans une transition démographique, mais très lentement, beaucoup plus lentement que ce qu'on avait prévu. Il y a d'autres façons de regarder la fécondité, non pas de façon géographique, mais en fonction du revenu. Alors excusez-moi, c'est en anglais. Donc, on fait souvent des exposés en anglais dans notre métier. Là, vous avez la fécondité, vous voyez 6 enfants par femme ici, la fécondité dans les pays que l'ONU classe comme un revenu bas. Ici, vous avez la fécondité des pays riches. Et puis, entre les deux, vous avez des pays intermédiaires par leur richesse qui ont des comportements qui, avec le temps, se rapprochent de ceux des pays à haut revenu. Et là-dedans, c'est assez intéressant de voir qu'il y a 2 pays tout à fait extraordinaires qui sont passés du régime supérieur au régime inférieur, c'est l'Iran et l'Algérie, avec un rebond récent. Voilà. Mais ce sont 2 exceptions mondiales, ce sont des transitions de fécondité extraordinairement rapides et qui dérogent complètement à ce que, par exemple, l'Afrique a fait, l'Afrique se situant dans cette courbe rouge. Alors, regardons un petit peu, je ne vais pas vous ennuyer avec trop de chiffres, mais quand on regarde un peu par zone et par pays ce que donnent les projections, vous avez ici un rapport de combien la population en 2100, par quel coefficient la population en 2100 sera-t-elle multipliée par rapport à 2000 ? Eh bien, l'Afrique subsaharienne, si on va jusqu'en 2100, ce sera une multiplication par 6. Il y a actuellement 638 millions d'habitants, il y aura 2 milliards en 2050. 2050, c'est pas très loin quand même, c'est assez proche, et sans doute on approchera les 4 milliards pour l'Afrique subsaharienne. Alors, vous avez, par exemple, la Somalie est là, multiplication par 7, l'Ouganda, aussi un pays enclavé, la Tanzanie, voilà, la Zambie, enfin bon, vous avez des cas tout à fait... Ici, vous avez le Tchad, 7,6, donc le Tchad arriverait à 64 millions d'habitants en 2100, ce qu'on a du mal à imaginer, vu les ressources du Tchad. Et puis, vous voyez, par contraste, que l'Algérie, par exemple, ce serait une multiplication d'1,7 seulement, l'Égypte par 2, etc. Donc on a à l'intérieur même de l'Afrique une très très grande dispersion, de très grande variété. L'Afrique n'est pas un bloc. Et voici le cas absolument sidérant du Niger,
qui verrait sa population multipliée par 18,5 si on tient compte donc de la fécondité actuelle. Et donc 10 millions, 11 millions d'habitants en 2000, pas loin de 16 millions d'habitants maintenant, 69 en 2050, 200 millions d'habitants pour le Niger. En 2100, personne ne peut imaginer ce qui se passerait. Et donc, je pense que, là, il faudra tout de suite y réfléchir, mais ça va déclencher des migrations, mais essentiellement des migrations dans la zone, enfin sur les pays voisins, pas nécessairement des migrations vers l'Europe. Je reviendrai sur cette question. Voilà quand même le tableau saisissant qu'on a. Et ces projections, j'insiste là-dessus, elles sont assez conservatrices, parce qu'elles incluent déjà... Et c'est des projections qui sont un petit peu ciblées. Elles incluent déjà l'hypothèse d'une certaine convergence des taux de fécondité à long terme, ce qui peut-être ne se passera pas. Donc, mais il y a une grande inertie. Il faut bien comprendre que même si la fécondité baisse dans un pays, la population peut continuer d'augmenter parce que le nombre des naissances, ça dépend du nombre de femmes en âge d'avoir des enfants. Et le nombre de femmes en âge d'avoir des enfants, c'est le résultat de la fécondité d'il y a 20 ans, 30 ans. Alors, un des facteurs clés de la forte fécondité de l'Afrique subsaharienne, c'est l'extraordinaire précocité du mariage. Puisque, quand on prend les femmes qui ont actuellement 20-24 ans, eh bien, plus de 80% au Mali, au Niger et au Tchad étaient déjà mariées avant 20 ans. Donc c'est un indicateur de précocité du mariage considérable. Et dans le reste de l'Afrique, c'est au moins égal à 45%. Alors ça, à quel âge s'est-on marié, etc. C'est grâce, et là il faut le dire, c'est grâce aux enquêtes démographiques, et de santé. Il faut savoir qu'il y a eu, dans les années 80, l'enquête mondiale de fécondité, et dans les années 90-2000 jusqu'à nos jours, les enquêtes démographiques et santé. Ce sont les Américains qui ont financé ces enquêtes. Ce sont des enquêtes extrêmement difficiles, et certaines de ces enquêtes DHS, comme on dit, Demographic and Health Surveys, les enquêtes démographiques de santé, ont été financées d'abord par l'USAID, qui est donc l'aide au développement américaine, et ensuite par des organismes privés avec des fondations américaines. Sans le financement des travaux de démographie africaine par les Américains, nous n'aurions pas la richesse de cette information. La France a très très peu contribué à tout ça. Ça, c'est une chose très intéressante à signaler au passage. Donc vous avez ici l'âge moyen des femmes, leur premier mariage ou leur première union. Alors les données sont un peu anciennes, c'est 2000, et on voit bien à quel point c'est concentré. Et vous voyez aussi comment le Maghreb n'est pas du tout là-dedans. Le Maghreb avait effectivement encore dans les années 70 7-8 enfants par femme, et est passé à une vitesse confondante, vous avez vu le cas de l'Algérie tout à l'heure, à quelque chose comme 2, enfants par femme. C'est une des transitions les plus rapides au monde, plus rapide que toutes celles que nous avons connues, nous, en Europe. Et le facteur principal, ça a été le recul de l'âge au mariage. C'est-à-dire qu'au Maghreb, dans les années 70, il était extrêmement courant que les femmes se marient à 16 ans, à 17 ans, c'était tout à fait courant. Aujourd'hui, l'âge moyen au mariage, c'est aux alentours de 28 ans dans ces pays. Donc c'est un recul considérable, et comme ce sont des pays où la sexualité est contrôlée avant le mariage, il n'y a pas de fécondité en mariage, ou très peu. Voilà, la fécondité précoce, c'est pareil, vous voyez, c'est vraiment très très concentré. Alors, voici une donnée que l'INED a publiée très récemment, en octobre 2017, et qui est absolument extraordinaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand le président Macron a évoqué le fait qu'il faudrait peut-être songer quand même à réduire la fécondité, le nombre moyen d'enfants par femme, il y a eu des protestations sur le fait qu'il faut laisser aux femmes la liberté, et pourquoi le président Macron veut-il en entrer dans le ventre des femmes. Enfin, ça émanait de milieux qui n'avaient strictement aucune idée de la fécondité. Il faut voir que si on mesure la fécondité essentiellement à partir des femmes, c'est parce que ce sont des données d'état civil, que c'est comme ça que ça fonctionne, ou alors ce sont des données censitaires. Mais on peut très bien, grâce aux fameuses enquêtes EDS, etc., que j'ai citées, il y a d'autres enquêtes, on peut aussi essayer de savoir combien d'enfants les hommes ont eu au cours de leur existence. Et donc calculer un taux de fécondité masculin, c'est tout à fait possible, c'est beaucoup plus rare, c'est beaucoup plus difficile, mais ça s'est fait. Et un des grands démographes belges, Bruno Schumacher, a fait ce calcul et l'a publié récemment. Alors en France, il n'y a quasiment pas de différence entre la fécondité masculine et la fécondité féminine. Il y a une petite différence, les hommes sont un peu plus féconds que les femmes, parce qu'ils se remarient plus souvent, ils se remarient plus tôt, ils puisent un peu dans les générations jeunes, enfin il y a un petit déséquilibre, mais c'est très très léger. Et donc,
La France fait partie de tous ces points ici où il y a autant de fécondité féminine que de fécondité masculine. Mais regardez ici ce point. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au Niger, vous avez presque 8 enfants en moyenne par femme, 7,8, quelque chose comme ça, et que vous avez 13 enfants par homme au Niger, actuellement. C'est confondant. Hein. Et vous avez d'autres pays, comme le Tchad, le Burkina, on retrouve un peu. Mais vous voyez, même le Sénégal a 11 enfants par homme en moyenne. Or, le Sénégal, c'est quand même un pays qui a un degré de développement qui n'est pas comparable à celui du Tchad ou du Mali. Donc là, il y a des comportements anthropologiques quand même très fortement ancrés. Et alors, vous pouvez l'expliquer par la domination masculine, c'est un résumé un peu rapide, mais que je crois foncièrement juste. Mais bon, même si les femmes y participent. Et quelles sont les explications? D'abord, ce sont des pays où la polygamie reste encore forte. Même dans un pays comme le Sénégal, vous avez à peu près 20 à 30% des femmes qui vivent en couple polygame. C'est considérable. Il y a des pays où c'est 40%. Donc, et on pensait que ça allait diminuer. Depuis les années 60, on attendait à ce que ça a beaucoup diminué dans les pays anglophones d'Afrique, mais très 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 lentement dans les pays francophones. En particulier parce que la France s'est toujours abstenue d'intervenir sur les comportements démographiques. J'y reviendrai, notamment, elle n'a pas fait grand-chose pour diffuser le planning familial en Afrique. Quand on va dans les colloques internationaux, on se fait littéralement engueuler par nos collègues américains qui nous reprochent de n'avoir rien fait dans les pays où on avait une certaine capacité d'agir. Or, il existe quand même une certaine demande, qui elle aussi a été mesurée par des enquêtes. Les femmes souhaiteraient effectivement commencer un peu plus tard et surtout souhaiteraient pouvoir espacer les naissances. Mais si vous espacez les naissances, eh bien ça fait évidemment reculer la fécondité. Mais cette demande, elle n'est pas satisfaite. Elle est très très difficile à satisfaire matériellement. Alors, la polygamie est possible techniquement. Vous savez que c'est un mystère, la polygamie. Montesquieu consacre un chapitre, un sous-chapitre de l'esprit des lois à la polygamie. Il était persuadé que c'était sa théorie des climats. Plus on était dans les pays chauds, plus il naissait de filles, et plus on allait vers les pays froids, plus il naissait de garçons. Et il pensait que, au bout du processus, le rapport allait même de 1 à 10. Et qu'en Équateur, il y avait 10 naissances de garçons pour 10 naissances de filles pour une naissance de garçons. Au même moment, d'obscurs tâcherons qui dépendaient des intendants du roi sont mis à faire des comptages, ont écrit à des correspondants un peu partout dans le monde, des Antilles aux Moluques, etc., et se sont aperçus que non, il naissait toujours le même rapport de garçons et de filles, 105 garçons pour 100 filles partout dans le monde, que c'est une constante naturelle. C'est un exemple où un intellectuel parisien, si brillant soit-il, peut se fourvoyer complètement par rapport aux obscurs tâcherons du comptage démographique. J'aime bien sortir cette... Vous me comprendrez. Ce qui n'empêche pas que j'admire beaucoup Montesquieu par ailleurs. Mais voilà, chacun ses compétences. Donc là, quand on voit ça, alors si vous voulez, en fait la polygamie, maintenant on a très très bien compris le mécanisme, elle marche dans une société en forte croissance où les hommes peuvent puiser dans les générations jeunes, et ça ne marche que s'il y a un fort écart d'âge entre les hommes et les femmes au moment du mariage. Les hommes se lancent dans une espèce de carrière matrimoniale où il est normal d'accumuler les épouses. Voilà. Et avec ce mécanisme-là, le système est équilibré bizarrement. C'est ça qui. On a mis quand même, c'est seulement une vingtaine d'années qu'on a compris vraiment comment fonctionnait ce système. Bon, vous voyez que pour déraciner ça, c'est quand même pas facile, parce que c'est pas uniquement un problème de femmes, effectivement, mais c'est aussi un problème d'hommes. Enfin, c'est un problème de couple. Alors, vous avez ici la fécondité masculine, donc toujours ce même indicateur. Et vous voyez la tâche la plus. Là, c'est 10 à 14, et voilà, dans le monde, et vous voyez à quel point c'est vraiment concentré. Voilà. Alors, toutes ces sources, bon là, je vais pas... c'est compliqué, mais il y a quand même beaucoup de données, ça reste assez compliqué à faire. Il y a un énorme travail derrière toutes ces synthèses que je suis en train de vous présenter. C'est une spécialité en soi. Vous me direz, mais comment est-ce qu'on peut faire des projections pour des horizons aussi lointains? Je ne vais pas entrer dans la technique, mais il faut savoir qu'à l'intérieur d'une projection démographique, il y a des parties solides, il y a des parties semi-solides et des parties beaucoup moins fiables. Ce qui est solide, c'est de projeter le nombre de personnes âgées d'ici 50 ans.
elles sont toutes déjà nées, il n'y a pas beaucoup de migration aux âges élevés, donc ça c'est la partie. Les données, les projections sur le vieillissement des populations sont parmi les plus solides qu'on puisse avoir. Après, essayer d'avoir une idée du nombre de naissances, on peut en avoir une bonne idée dans 20-25 ans, parce qu'on sait déjà le nombre de femmes en âge d'avoir des enfants. Quelle sera leur propension à la fécondité, ça c'est autre chose. Les nombres de naissances, c'est le produit du nombre de femmes en âge d'avoir des enfants et de leur propension à avoir des enfants. Et les migrations, il n'y a pas de moyens techniques pour prévoir les migrations. Souvent on me demandait, quand je dirigeais l'INED, est-ce que vous pouvez nous dire combien il y aura de migrations dans 20 ans, dans 30 ans? Et je disais non, je n'ai pas la baguette magique pour projeter les migrations. Donc ceci n'existe pas. Alors, maintenant, justement, essayons de voir un petit peu, par rapport à toute cette démographie extrêmement dynamique de l'Afrique subsaharienne, qu'est-ce que ça donne quand on regarde l'incidence en termes de migration, hein, c'est ça qui vous intéressait. Là, il y a une note de référence qui est vraiment très bien faite, qui est accessible sur Internet, avec des graphiques très lisibles. Je trouvais que c'était sans doute la synthèse la plus accessible actuellement. Et donc, j'ai beaucoup utilisé ça. Ils observent que, d'abord, il faut un peu relativiser le phénomène de la migration subsaharienne. C'est une émigration qui augmente, je vous montrerai le graphique tout à l'heure. Elle reste quand même en proportion plus faible que toutes les émigrations des autres régions du monde. C'est-à-dire que par rapport à la population initiale du continent ou du sous-continent, le pourcentage de gens qui émigrent, qui vont s'établir à l'étranger, reste faible. Et en fait, c'est le plus faible de ce qu'on observe dans tous les continents. Vous avez ici les chiffres. Alors, il y a une évolution de 90 à 2013, et vous voyez que l'Afrique subsaharienne ici, eh bien, il y a 0,7% des Africains subsahariens qui vivent actuellement à l'étranger, qui sont immigrés. Ce sont des données de stock, comme on dit crûment dans notre langage. Et vous voyez que l'Amérique latine et les Caraïbes, ici, ont un taux d'émigration très supérieur. Il y a toutes les îles qui émigrent énormément, ça c'est l'émigration insulaire est un cas classique, mais vous avez aussi beaucoup d'échanges entre les pays d'Amérique latine. Vous avez tout le Mexique, enfin, il y a à peu près 11%, 12% de la population mexicaine qui vit aux États-Unis. Donc ça pèse énormément. On est très très loin de tout ce qui se passe dans les autres continents. Là, les MENA, ce sont les pays du Moyen-Orient, les pays arabo-musulmans du Moyen-Orient et du Proche-Orient. Là, oui, vous avez un taux d'émigration qui est considérable. Bon, 2,5% de la population de ces pays qui vit actuellement à l'étranger. Mais vous voyez que l'Afrique subsaharienne, pour l'instant, c'est encore très faible, même si il y a eu une augmentation sensible en l'espace de 23 ans. Alors, pourquoi partent-ils? Est-ce qu'ils partent pour des raisons qui seraient différentes de celles qu'on peut observer dans d'autres émigrations de par le monde? Quand on essaie d'analyser les facteurs qui poussent à migrer, et ça les économistes l'ont fait depuis longtemps, on arrive peu à peu. Autrefois c'était la distance, c'était le coût qui étaient les grandes variables, les grands facteurs qui pouvaient expliquer la migration. Il y a que 3-4% de la population mondiale qui émigre, donc l'immense majorité de la population mondiale n'a pas migré. On a quelques bonnes raisons de migrer, mais aussi beaucoup de raisons de ne pas migrer. Et donc du coup, on s'est aperçu peu à peu que ce qui était le plus explicatif de la migration, quand on prend par exemple tous les pays du monde et qu'on essaie de prédire en quelque sorte les flux, la matrice des flux qui lie tous ces pays entre eux, eh bien c'est des variables comme l'écart des revenus entre le pays d'origine et le pays de destination, c'est le niveau d'éducation relatif, est-ce que les migrants sont plus élevés que la moyenne de la population de leur pays, et quel est leur niveau d'éducation par rapport au pays de destination. Il y a la densité démographique, il y a le partage d'une langue commune. Ça, on s'est aperçu que c'est un facteur qui est tout à fait important. Il y a aussi l'existence d'un passé colonial. Et puis, un autre facteur qui explique beaucoup la migration, c'est l'importance de la diaspora qui est déjà installée, qui évidemment vous appelle et est prête à vous accueillir. Et quand on analyse tous ces facteurs, qu'on applique ça à la migration subsaharienne vers les pays de l'OCDE, eh bien, on s'aperçoit qu'en réalité, pour l'Afrique au sud du Sahara, ce sont les mêmes facteurs qui jouent. C'est la même... il n'y a pas de facteurs spécifiques propres à l'Afrique subsaharienne qui expliqueraient des raisons particulières de migrer. J'arrive bientôt à la fin. Alors, essayons, et c'est l'exercice qui a été fait dans cette note du FMI, essayons d'appliquer ce modèle migratoire à cette projection démographique, à cette projection de la croissance démographique par laquelle j'ai commencé mon exposé.
Et donc, on prend le modèle qui a été mis au point, que j'ai évoqué rapidement dans la diapositive précédente, et on voit que, oui, en appliquant ces facteurs de migration, les migrants subsahariens qui se retrouveraient dans les pays de l'OCDE, qui sont 6 millions à peu près en ce moment, seraient 18 millions en 2040, 34 millions en 2050. Mais par rapport à la population des pays de l'OCDE, ça reste encore assez faible. C'est une multiplication par 6, et ils seraient 6 fois plus nombreux en 2050 qu'ils ne le sont maintenant. Mais c'est un passage de 0,4%, 2,4% de la population des pays d'accueil, ce qui n'est pas énorme. Enfin, c'est pas une invasion quand même. On est très voilà. J'ai encore quelques minutes, d'accord. Alors il y a c'est un peu une annexe comme ça pour exploratoire. Est-ce qu'on dispose de certains instruments pour essayer de tester un peu les intentions de migrer? Alors, il y a plusieurs choses qui existent. Il y a par exemple ces enquêtes, ces sondages à l'échelle mondiale qui sont maintenant entrepris. Gallup, à l'échelle mondiale, fait des sondages dans des quantités de pays, puis ajoute un certain nombre de questions qui reviennent et compile toutes ces questions et est capable, par exemple, pour tous les sondages qui ont été effectués en 2010-2012, vous voyez que là encore, le rôle considérable des Américains dans la production de la connaissance démographique. Je crois que c'est vraiment quelque chose de tout à fait fascinant, les enquêtes DHS, ce genre d'enquêtes. Bon, après, on peut critiquer, mais au moins, ça a le mérite d'exister. Ils ont agrégé les sondages de 154 pays. Au total, c'est 520 000 personnes qui sont incluses dans cet échantillon mondial des 15 ans ou plus. Et la question, je vous donne l'intitulé anglais qu'ils ont essayé évidemment de traduire dans toutes les langues. Dans l'idéal, si vous en aviez l'occasion, souhaiteriez-vous vous installer de façon permanente dans un autre pays, ou bien préféreriez-vous continuer de vivre dans votre pays? Et si vous voulez donner la première réponse, de quel pays s'agit-il? Alors quand on fait ça, dans cette enquête, il y a 13% des adultes du monde entier qui voudraient émigrer. 13%, comme il y a 5,4 milliards d'adultes sur la planète, en gros 700 millions de personnes représentées par cet échantillon, dans l'idéal, s'ils en avaient l'occasion, faut voir ce que l'intitulé de la question, eh bien ne diraient pas non à une installation permanente dans un autre pays. Et quand on regarde les destinations préférées en millions de souhaits, donc ça s'est extrapolé à partir des échantillons, eh bien vous voyez que les États-Unis sont convoités par 138 millions de personnes, dont 19 millions de Chinois. Et là, dans les pays les plus convoités, vous voyez que la France, par exemple, est au-dessus de l'Allemagne, ce qui contredit un peu tout ce qu'on a pu observer dans les 3 années récentes. Le Royaume-Uni, le Canada, là on voit aussi qu'il y a évidemment des raisons linguistiques. L'anglophonie est évidemment quelque chose de puissant pour désigner des pays dans l'idéal on aimerait rejoindre. L'Arabie saoudite est dans le tableau, ça c'est intéressant, mais vous avez aussi l'Allemagne, l'Australie. Bon. Alors, est-ce que c'est sérieux tout ça? Évidemment, quand on pose des questions un peu dans l'idéal, ça donne des idées aux gens. Bon, c'est un peu le problème. Et ce qui est important aussi, c'est de regarder comment les Occidentaux eux-mêmes répondent à ce genre de questions. Vous avez 27% des adultes allemands qui aimeraient bien émigrer. Vous avez 27% des Britanniques, c'est le même chiffre, 18% des Français. Et c'est en gros 5 fois plus que les expatriés que l'on peut plus ou moins recenser à l'heure actuelle. Voilà. Maintenant, quand on regarde des enquêtes plus précises qui ont développé le questionnement et qu'on dit, attendez, est-ce que vous voudriez penser à immigrer dans les 12 mois qui viennent? Et puis, est-ce que vous avez commencé à faire des préparatifs? Alors là, les effectifs fondent. Et donc, vous avez seulement 30% des immigrants potentiels qui songent à le faire dans les 12 mois, et seulement 2%, c'est rien, qui ont vraiment commencé les préparatifs. Donc, comme je le dis ici, il y a loin du rêve à la réalité, et bon, c'est difficile à manier comme indicateur. Et puis, je vais terminer sur la fameuse carte verte, la loterie de la carte verte que Trump souhaite abolir. Je rappelle que c'est un programme de diversité qui ne représente que 5% de tous les visas d'entrée aux États-Unis. C'est juste pour essayer de diversifier un petit peu les pays d'origine. Et donc sont exclus de ce programme les ressortissants de pays qui ont déjà beaucoup migré dans les années passées aux États-Unis. C'est juste un petit supplément de diversité. Bon. Les réquisites sont assez faibles. Il faut avoir fait l'enseignement secondaire ou avoir travaillé pendant 2 ans. Ce qui n'est pas énorme comme réquisit. Et quand on regarde en 2015, durant les 30 jours
qu'avaient les gens pour pouvoir déposer leur dossier en ligne. Il y a eu 14 millions de candidatures déposées de par le monde, en incluant les conjoints et les enfants. Seulement 50 000 visas accordés, parce que ça c'est le plafond qui a été voté par le Congrès. Et donc le taux de succès est extrêmement faible, il est à 0,35%. Enfin, vous avez quand même quelques milliers de Sénégalais chaque année qui bénéficient de ce tirage au sort, de la loterie de la carte verte. Et ce qui est intéressant, et je crois que ce sera ma dernière diapositive, c'est quels pays se viennent en tête dans ces candidatures. Vous avez 1,7 million de Ghanéens qui ont candidaté à la carte verte américaine. Vous avez 1,4 million d'Ouzbeks. Enfin, c'est quand même sidérant. Alors, bien sûr, il y a là-dedans aussi des entreprises privées qui servent d'intermédiaires, qui peuvent fausser peut-être un petit peu les... Enfin, c'est quand même intéressant de savoir qu'il y a en Ouzbékistan un désir de migration qui n'est pas négligeable, parce que candidater à la loterie verte, ça a quand même du sens. 1,3 million en Ukraine. L'Iran, presque 1 million d'Iraniens ont candidaté à la carte verte américaine en 2015. Voilà un petit peu alors bien sûr, l'Éthiopie, etc. Vous voyez que là-dedans, l'Afrique subsaharienne est représentée, mais pas du tout de façon exclusive, puisque, vous savez, l'Ouzbékistan, l'Ukraine, l'Iran, le Népal, la Russie, c'est pas négligeable, 265 000 personnes, etc. Alors évidemment, c'est un échantillon biaisé de pays, puisque n'était pas éligible en 2015, et la liste peut changer d'une année à l'autre, un certain nombre de pays qui avaient déjà fourni beaucoup de migrants dans les années précédentes, comme le Mexique, par exemple, ou le Vietnam. Voilà. Alors, donc, au total, je pense que nous avons une vision assez claire du potentiel démographique, de la croissance démographique de l'Afrique dans les prochaines années. La traduction de ça en termes de migration internationale et de migration internationale qui viendrait chez nous, c'est beaucoup moins clair. C'est pas pour l'instant, même avec des hypothèses fortes allant jusqu'en 2100, on n'est pas quand même dans le scénario d'une invasion. Donc voilà, on est frappé par les informations que je vous donne, comme par exemple les 14 enfants par femme au Niger. On se demande ce que ça va donner. Je pense qu'une des questions à se poser, c'est dans les mouvements de population que tout ça va créer, avec en plus le changement climatique, quelle est la part de ces mouvements qui va rester au sein de l'Afrique subsaharienne? En fait, actuellement, 70% de la migration subsaharienne, c'est une migration à l'intérieur de l'Afrique subsaharienne. Est-ce que cette part va changer? Est-ce que, par rapport à la part des migrants qui se dirigeront vers l'Europe ou vers les États-Unis? Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup François Héran pour cette belle introduction à la question des migrations qui replace les choses à la fois dans le temps et aussi dans l'Uchronie, où vous disiez que la démographie c'était souvent un what if, qu'est-ce qui se passerait si en effet on entre dans l'Uchronie, et tous les chiffres que vous présentez évidemment invitent à des projections. Alors je vais laisser tout de suite la parole à la salle et Pardon ? Oui, venez vous asseoir parce que vous allez pas. Donc là, il y a des premières questions au premier rang pour le collège, parce que le collège est représenté. Alors, il y a un micro. Merci beaucoup pour cette intervention. J'avais une question par rapport à la fécondité. En fait, j'avais deux questions par rapport à la fécondité et donc qui crée a priori cette surpopulation à venir en Afrique. La première, c'était, j'ai pas vraiment compris en fait comment on pouvait expliquer une différence entre la fécondité masculine et la fécondité féminine. À partir du moment où on estime qu'on est dans une population avec 50% d'hommes et 50% de femmes, j'ai le sentiment, donc je pense qu'il doit y avoir une explication, mais du coup, je voudrais bien que vous creusiez un petit peu ce sujet. Et ensuite, dans les exemples que vous avez donnés de pays qui avaient réussi une transition très rapide, par exemple l'Algérie, il y avait un deuxième pays, est-ce qu'on sait expliquer ce qui a permis ça? Donc j'ai compris, donc les femmes se marient plus tard, mais comment ça se fait? Est-ce que c'est une volonté politique? Est-ce que c'est un changement culturel? Et est-ce qu'on peut s'inspirer
de ces modèles pour peut-être appliquer ça ou aider d'autres pays aujourd'hui d'Afrique subsaharienne? Alors, en Algérie comme en Iran, la variable clé, c'est la montée du niveau d'éducation des femmes. C'est vraiment ça. Toutes les enquêtes nombreuses qui ont été faites sur la connaissance qu'on peut avoir des procédés de contraception, par exemple, ou du planning familial, est très très liée au niveau d'éducation des femmes. Et en Iran, les femmes sont très éduquées. Et donc, et d'ailleurs, ça pose un problème de décalage entre leur éducation et leur possibilité professionnelle. Il y a des quotas qui empêchent d'avoir trop de femmes dans certaines universités, par exemple. Enfin, il y a des blocages en ce moment. Mais c'est fondamentalement donc, le niveau d'éducation qui fait qu'elles prolongent leurs études, donc retardent le mariage. Hein, le mariage peut être retardé en partie à cause de ça. Ce sont aussi des pays où le mariage est quelque chose de cher et de coûteux. C'est toute une affaire quand même de financer un mariage, et s'il faut économiser parfois pour financer un mariage, enfin c'est pas si simple. Et puis un autre facteur qui a été invoqué par les spécialistes de ces régions, c'est la crise du logement qui a longtemps sévi dans ces pays-là et qui faisait que pour des jeunes couples, c'était très difficile de s'établir de façon autonome indépendamment des parents. Il y a un taux de cohabitation entre jeunes adultes et parents qui est très élevé au Maghreb. Hein. Donc tous ces facteurs, logement, éducation, etc., peuvent expliquer effectivement le retard de l'âge au mariage qui reste la variable proche, enfin le déterminant proche, comme on dit en anglais, de la baisse de la fécondité. Il faut voir aussi que Khomeini, par exemple, après avoir dans un premier temps voulu relancer la fécondité de l'Iran au moment de la guerre sur l'Irak, s'est aperçu que ça ne marchait pas. Il a édicté une fatwa qui permet la contraception à condition qu'elle n'altère pas le corps de la femme. Donc ça interdit le stérilet, ça interdit les stérilisations, mais ça a ouvert la voie à la pilule. Et donc la fatwa de Khomeini sur les moyens de contraception est beaucoup plus ouverte que tout ce que le Vatican n'a jamais publié sur la question. On dirait que c'est pas très difficile, mais enfin, c'est quand même... Donc tout ça, alors il y a eu des thèses qui ont été faites là sur cette... Aujourd'hui, c'est assez bizarre parce que l'Iran a tellement fait baisser sa fécondité que maintenant ils sont inquiets parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils ont moins d'enfants que tous les pays environnants. Et j'étais en Iran il y a 2 ans, et ils veulent remonter leur fécondité en disant il faut que les femmes changent de mentalité, qu'elles se marient plus tôt. Ça va complètement échouer parce que ça va à l'encontre des variables lourdes comme l'éducation dont je vous ai parlé. Et alors votre première question, c'était la polygamie. Oui, je sais, c'est mystérieux, c'est compliqué, et quelqu'un comme Montesquieu s'y est trompé. Donc c'est Gilles Pison, PISON, qui est un grand démographe africaniste, qui dans les années 80 a fait la thèse décisive expliquant pourquoi la polygamie pouvait parfaitement marcher dans une population où il y a la proportion habituelle d'hommes et de femmes. Comme j'avais commencé à vous le dire, les hommes se remarient plus systématiquement que les femmes, et ils puisent dans des populations de jeunes femmes, parce que c'est une population en forte croissance. Il y a un grand écart d'âge entre hommes et femmes, donc l'écart d'âge, la population en croissance, tout ceci est indispensable pour qu'une société polygame puisse respecter les équilibres. Voilà, je ne sais pas si... Alors après, si vous voulez vous intéresser à ça, Gilles Pison a donné des versions très didactiques de son modèle et qui sont tout à fait accessibles sur le site de l'INED. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre exposé. Moi, j'ai une question sur le graphique qui comparait le nombre d'enfants moyens par homme et par femme. Comment est-ce que vous expliquez le point du Qatar qui est le seul en dessous de la courbe YAX ? Alors, je suis incapable de l'expliquer. Oui, le Qatar est un peu en dessous. Oui, non, je ne peux pas vous le dire. Si vous voulez, il faut voir que dans les pays du Golfe, vous avez des populations très particulières, parce que ce sont des populations où l'immigration a un rôle énorme. 80% à peu près de la population des pays du Golfe sont des immigrés. Soigneusement coupés de la population, encadrés par des sponsors, interdiction stricte du regroupement familial, mais au total, ces villes champignons que l'on voit au Qatar, aux États-Unis, elles n'ont pas été construites par n'importe qui, elles ont été construites par des migrants en nombre mais considérable. Donc on ne sait pas trop exactement ce qui se passe en Arabie Saoudite, on sait qu'il y a à peu près au moins 30 à 40% d'étrangers en Arabie Saoudite, en gros le taux du Luxembourg, c'est sans doute plus. Et dans un pays comme le Qatar, où on est à 80% de la population qui est immigrée.
Et on manque d'ailleurs cruellement de recherche là-dessus. Comment un tel système peut-il fonctionner? Comment peut-on avoir 80% d'immigrants chez soi tout en continuant de contrôler le système? Vous savez, on lit souvent, mais les Syriens, ils ont qu'à aller dans les États du Golfe. Là, les gens ont les moyens. Ben oui, mais ils ont déjà 80% d'immigrés. Donc, il faut voir aussi comment ça se... Bon. Alors, est-ce que... Je ne sais pas. Hein. Est-ce que la qualité de l'information sur les migrants est telle que ça peut perturber un peu les calculs que je vous ai montrés? Je ne sais pas. Il faudrait que je regarde. Mais je poserai la question à mon collègue Bruno Schumacher qui a dressé son graphique. Ici au second rang. Il y a aussi une question là-bas. Ah, d'accord. Bonjour monsieur. Si on regarde le graphique que vous avez emprunté à l'ONU, la partie actualisée en 2017, et qu'on se réfère à la courbe de l'Europe, je l'ai sur mon portable, mais on voit que la courbe de l'Europe décroît, comme la courbe de l'Amérique latine. Je vous laisse regarder le graphique. Je ne sais pas si je peux avoir accès, parce que j'ai essayé d'appuyer sur le retour, mais ça ne marche pas. On peut avoir le retour? Ou alors c'est bloqué? S'il vous plaît. Merci. Alors, c'est ça que vous vouliez voir? Le graphique de l'ONU. De l'ONU. Ils sont tous... non, celui d'après, où il y a deux parties. Ah, voilà, ça, d'accord. Si on se réfère à la partie droite mise à jour, la courbe de l'Europe, on voit qu'elle décroît, mais qu'elle se stabilise. De par la proximité avec l'Afrique, comme on comprend avec vos autres slides que l'Afrique est clairement un sujet, est-ce que vous suggéreriez qu'on s'organise au niveau européen pour gérer ce sujet? Manifestement, l'Europe ne renouvelle pas sa population et a une population qui décroîtra peut-être. C'est peut-être pas clair ma question. Il faudra les accueillir, oui, c'est ça. Mais je pense que, une partie de la solution, et finalement, va dépendre de l'Europe, mais pas uniquement. Enfin, il y a toute l'Afrique qui est concernée d'abord. Je vous disais qu'actuellement, 70% des migrations subsahariennes se font dans d'autres pays subsahariens. Le pays d'Afrique de l'Ouest qui accueille de loin le plus de migrants, c'est la Côte d'Ivoire, hein, avec 1,4 million de Burkinabés. Voilà. Alors, il y a comme ça une série de pays qui accueillent beaucoup de migrants, avec parfois des statuts très très précaires, régulièrement des épisodes d'expulsion massive, dont on n'aurait pas idée chez nous. Voilà, c'est compliqué, mais c'est vrai que si l'Europe doit agir, je pense que c'est pas uniquement en se disant oh là là, il va y avoir des masses innombrables de migrants d'Afrique qui vont arriver chez nous, prenons nos dispositions, et là à ce moment-là ça peut être forteresse ou accueil, enfin tout ce que vous voulez. Je pense qu'il y a aussi quand même une large part de la situation qui consiste à faire en sorte que l'Europe puisse participer à l'organisation des choses en Afrique, avec l'accord des intéressés. Bon, c'est pas simple, parce que, évidemment, quand vous avez affaire au dictateur érythréen ou au dictateur du Soudan, hein, ou voilà, le Soudan, le Sud-Soudan, c'est le vice-président qui a eu le tort de déclarer qu'il serait candidat à la prochaine élection présidentielle, et du coup, il y a une guerre civile entre le président et le vice-président. Bon, vous avez des choses comme ça. Donc, voilà, c'est pas simple d'organiser, mais dans la partie de l'Afrique de l'Ouest qui nous concerne, avec la Côte d'Ivoire, le Sénégal, mais aussi des pays comme le Ghana, le Togo, le Bénin, etc., beaucoup de choses sont possibles. Alors vous avez déjà des pays qui émigrent considérablement, c'est les pays insulaires, hein. Le Cap-Vert, je crois qu'il doit y avoir à peu près quelque chose comme 80% des Cap-Verdiens qui vivent à l'étranger, mais ça c'est un peu la caractéristique aussi de toutes les populations insulaires qui ont toujours de très très forts taux d'immigration. On le voit aussi dans les Antilles ou dans les Caraïbes. Je ne peux pas répondre à vos questions, mais évidemment, il va y avoir un problème d'organisation, mais il n'est pas uniquement sur le sol européen, me semble-t-il. Alors, il y avait d'abord une question au fond, là, voilà. Oui, bonjour. J'ai une question qui relève davantage de la sémantique. Pourquoi parle-t-on d'expatriation pour des migrants occidentaux et d'immigration pour des migrants non occidentaux?
expatrié, émigré, etc. Moi, j'utilise aussi expatrié pour des non-occidentaux. Vous savez, c'est bien la police des mots, mais il ne faut pas non plus la pousser trop loin. Enfin, je trouve qu'on a dépensé beaucoup d'énergie dans cette affaire-là. Il me semble que ce qui est beaucoup plus important, c'est d'établir les faits et ensuite le vocabulaire. Bon, vous savez, moi, il y a un sujet que je connais très bien, c'est immigré. Immigré, c'est vraiment très problématique, parce que dans 9 cas sur 10, dans le langage courant, immigré a une connotation négative. Bon. Et donc, quand vous faites une enquête auprès des immigrés, vous n'utilisez jamais le mot immigré. Vous allez poser des questions pour savoir indirectement si la personne est immigrée, mais vous n'allez jamais lui demander « êtes-vous immigré ?» par exemple. Bon. Parce que c'est jeter un doute sur son intégration, etc. Donc, c'est un problème. Comment est-ce qu'on peut, nous, les scientifiques, utiliser un vocabulaire technique, qui a un sens vraiment précis, et alors que les intéressés refusent ce vocabulaire. Et donc il y a plusieurs registres de langage. Il y a le langage administratif, le langage technique, et il y a le langage populaire qui souvent est la dérivée d'un ancien langage savant. Enfin bon, tout ça est un peu plus compliqué. Voilà, donc non, il n'y a pas de raison de réserver expatriés aux Occidentaux et émigrer aux gens du Sud. Enfin, je pense pas. Mais c'est vrai que j'ai utilisé expatrié à un moment quand j'évoquais les Français, parce que c'est le terme utilisé par le ministère des Affaires étrangères, qui est, si vous voulez, vous avez deux sources pour savoir quelles sont les expatriations. Vous avez l'OCDE qui a beaucoup travaillé sur la question essayer de repérer tous les Européens, et pas seulement les Européens, qui sont présents dans les recensements du monde entier, enfin une bonne partie du monde. Et puis vous avez les données consulaires qui essaient de s'améliorer, qui sont quand même très inégales, qui retiennent surtout les binationaux. Et là, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'expatriés, mais c'est pas... Techniquement, pour un démographe, toute personne qui quitte son pays pour s'établir durablement, c'est-à-dire au moins un an, et s'installer à l'étranger, est un émigré. Et réciproquement, quand on prend le point de vue inverse, celui du pays de destination, c'est un immigré. Alors, oui, s'il vous plaît. Ici, je ne vois pas bien dans la salle, donc... oui. Voilà, au fond. Dans vos projections, on ne voit pas, vous ne tenez pas beaucoup, je trouve, compte les projections qui ont été faites par l'ONU, etc., des problèmes de pollution. Les cultures du coton, hier, ils en parlaient, par exemple, en Inde, où ça introduit de la non-fécondité et des problèmes importants de pollution des individus, des problèmes des aléas climatiques qui vont s'accentuer énormément, qu'on nous dit tout du moins, avec la modification du climat. Et oui, je dirais que ces paramètres-là, on ne les voit pas rentrer dans les courbes établies par l'ONU ou par les Américains. Je voulais d'abord dire que l'ONU, ce n'est pas simplement l'ONU, ce sont des démographes recrutés dans le monde entier qui sont de très grande qualité. Je les connais très bien. Les démographes de l'ONU, c'est vraiment d'excellents professionnels. Donc c'est la division de la population des Nations Unies, j'aurais dû le dire. Il y a une division de la population des Nations Unies qui fait un travail considérable avec assez peu d'effectifs. Et ils ont un site extraordinaire que je vous invite à consulter, qui est un site formidablement commode. On peut télécharger toutes les données dans tous les formats possibles avec une aisance absolument extraordinaire. C'est vraiment, il y a un travail de communication considérable. Alors, dans les projections démographiques, on tient compte évidemment uniquement des facteurs démographiques. Après, c'est aux spécialistes de l'écologie, etc., d'aller regarder quelle est l'incidence de ces croissances de la population sur l'environnement. Disons que les démographes sont toujours un peu prudents sur cette question depuis les années 70, parce que quand le Club de Rome avait eu un grand succès, à un moment ils avaient modifié un peu leur courbe et puis ils sont aperçus que ça avait été très exagéré, ils sont revenus. Si vous voulez, tout n'est pas affaire de nombre de population. Ça va paraître étonnant, mais un démographe ne fait pas de démographisme. Il ne pense pas que tout est une affaire de nombre de la population. Parce que si vous considérez que l'environnement, c'est essentiellement une question de population, d'effectifs de population, vous exonérez les gens du devoir de changer leur mode de vie et leur mode de consommation, qui est quand même la grande affaire de tout ça. Donc, bien entendu, le nombre des hommes joue, mais c'est d'abord et surtout leur mode de consommation, leur mode de vie et
Voilà, si vous dites que c'est uniquement une affaire de nombre, vous allez oublier cet aspect-là. Donc il faut qu'une technique de projection démographique, elle doit s'en tenir aux variables démographiques, et ensuite on regarde après les effets, l'interaction sur l'environnement. Maintenant, ce que vous suggérez, ce serait que avec la dégradation de l'environnement, il y aurait par exemple des incidences négatives sur la fécondité. Alors ceci passe, et c'est tout à fait possible, puisqu'il y a beaucoup de recherches qui sont faites par exemple sur la dégradation tendancielle du sperme, de la qualité du sperme au fil des décennies, qui font qu'effectivement il y a des stérilités ou des sous-fécondités anormales qui pourraient être dues effectivement à la diffusion d'un certain nombre de substances dans notre environnement. Et donc, il y a des gens qui disent, enfin j'en connais même à l'INED, qui disent que oui, la baisse de la fécondité européenne peut avoir une partie, hein, pas tout, enfin, une partie de cette baisse de la fécondité peut être due à une incidence de l'environnement sur la procréation. Alors, pour essayer de faire passer tout le monde, il y avait ce monsieur qui demandait, madame aussi, alors d'abord madame, puis ensuite monsieur. Je voulais vous demander si la projection démographique de l'Afrique tenait compte des ravages du sida. Alors, le sida, bien sûr, ça a été lorsque l'épidémie de sida battait son plein, il y a eu des incidences très très fortes sur les taux de mortalité en Afrique. D'ailleurs, les démographes ont été parmi les premiers à mesurer justement l'incidence du sida sur la population africaine grâce à des mortalités qui étaient tout à fait anormales à certains âges. Actuellement, l'épidémie de sida, c'est surtout de la transmission de la mère à l'enfant. C'est plutôt par cette voie-là que ça se passe. Mais effectivement, il y a eu une révision des hypothèses dans les années, enfin, des hypothèses de mortalité qui prenaient en compte l'incidence du sida, tout à fait. Alors, ici. Oui, je voulais vous demander si le vieillissement de la population mondiale, l'allongement de la durée de la vie, aura une influence sur les migrations, parce que vous avez dit effectivement que les vieux migraient moins. Donc est-ce que ça ne va pas faire évoluer autrement les projections, ou est-ce que ça a déjà été intégré dans les projections que vous avez présentées? Et aussi, quelle sera, alors là c'est plutôt les migrations des vieux européens vers notamment les pays d'Afrique du Nord, au Maroc, migration où les vieux européens en retraite vont passer leurs bonnes années de retraite pour revenir mourir en Europe, c'est un sujet. Et un constat aussi, c'est que les migrants d'Afrique du Nord, des Chimani, eux ne remigrent pas et finissent leur vie là où ils ont toujours travaillé. Alors, les migrations de retraite, c'est un sujet très intéressant, c'est un vrai sujet. Elles peuvent être considérables, hein. Les Canadiens dans les Caraïbes, c'est vraiment un mouvement très fort. Les Scandinaves, les Allemands aux Baléares, les Anglais en France. Les Français au Maroc, bon, alors c'est pas facile de mesurer ça, mais enfin, un des pays où on a le plus de renseignements là-dessus, c'est par exemple l'Espagne. Vous avez commune par commune des descriptions extrêmement fines de la présence de tous les étrangers, et on voit très bien qu'il y a des pyramides des âges en forme de champignons qui sont donc très concentrés sur les âges élevés et qui montrent bien l'importance des migrations de retraite, hein. Donc c'est un sujet encore peu étudié. Enfin, Jean-Christophe Dumont est là, je ne sais pas si un jour l'OCDE à étudier les migrations de retraite, ou ce serait intéressant un jour de pouvoir s'y mettre. J'ai souvent des questions là-dessus, effectivement, et je crois que en tout cas, il faut vraiment avoir l'idée que les migrations, c'est un paysage très divers. Vous avez des migrations d'études, vous avez des migrations familiales, des migrations de travail, vous avez des migrations d'émancipation, vous avez et vous avez aussi des migrations de retraite. Donc il y a bien des motifs de migrer. Alors on dit, mais moi je ne l'ai jamais vérifié, qu'ensuite, au 4e âge, il y aurait un mouvement de retour vers le pays d'origine pour profiter de la qualité des soins. Bon, c'est des choses qu'on lit, qu'on voit. Il y a eu ce sont surtout les chercheurs espagnols qui ont mené au pays donc de destination des études assez poussées sur les migrations de retraite qui parfois occupent des villages entiers. Alors, encore une ou deux questions rapidement.
pourrais pas faire cette intervention soulève beaucoup de questions, beaucoup de curiosité, mais on ne pourra pas faire passer tout le monde. Alors là, juste devant vous. Voilà, merci. Oui, bonjour, merci. J'ai une réflexion sur la démographie. Ma grand-mère, ma grand-mère, a eu 14 enfants entre 1870 et 1910, dirons-nous. Je viens de faire le... C'était en France ? En France, oui, elle est française. Elle est alsacienne, mais en France quand même. Et donc, c'était la guerre. À l'époque, l'Alsace n'était pas française. Oui, elle était... oui, d'accord. Je n'étais pas née. Donc, quoi qu'il en soit, elle a eu 14 enfants, 7 garçons et 7 filles. Sur les 7 garçons, elle a donc pu donner 6 garçons pour 14-18 et il en est resté un, donc c'était mon père. Et je me dis, mais comment se fait-il ? Après 14-18, il y a eu 39-45, bien sûr, que nous connaissons. Moi, je n'ai pas connu, mais je suis née après. Il n'empêche que si l'on veut, lorsque l'on veut démographiquement faire quelque chose pour un pays, eh bien, il suffit simplement que les politiques fassent leur jeu de portefeuille, etc. Voilà. Alors, la guerre de 14, c'est très intéressant. J'ai publié quelque chose sur le site de l'INET, si ça vous intéresse, sur le bilan démographique de la guerre de 14. Il y a eu donc 1,5 million de morts en France. Il y a eu 1,4 million de naissances qui auraient dû avoir lieu et qui n'ont pas eu lieu, qui n'ont jamais été rattrapées. Mais ce qui est fascinant, c'est de voir que si vous prenez par exemple la classe 14, ceux de 14, comme disait Maurice Genevoix, donc les gens qui étaient nés en 1894 et qui avaient 20 ans en 14, c'est la classe qui était la plus touchée. À peu près un cinquième, un quart de ses effectifs ont été fauchés par la guerre. Eh bien, ce pourcentage-là, ça s'ajoute à un chiffre absolument équivalent de mortalité infantile et juvénile. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, la génération 1894, qui a 20 ans en 14, elle avait déjà perdu un quart de ses effectifs. Elle avait déjà perdu un quart de ses effectifs du fait de la guerre, du fait de la mortalité infantile. Beaucoup dans les premiers jours, dans les premières semaines, mais ça continuait encore dans la... Et donc, elle a payé un double tribut, à peu près de même ampleur, à la mortalité infantile et à la guerre. Et donc, ça veut dire que, or maintenant, cette mortalité infantile, elle est extrêmement réduite, elle a quasiment disparu. Et donc ça veut dire que tous les efforts qui ont été faits pour lutter contre la mortalité infantile par de très très grandes personnalités, comme Robert Debré par exemple, c'est un nom parmi bien d'autres, il y a toute une lignée de... Ça a été l'équivalent de nous épargner le tribut de mort de la guerre de 14. Nous sommes maintenant dans une... Il faut s'imaginer que la mortalité infantile, autrefois, c'était quelque chose de considérable. Sous Louis XV, il y avait plus de naissances en France que maintenant. Il y avait 1 million de naissances contre 750 000, quelque chose comme ça maintenant. Mais à l'âge de 11 ans, la moitié des enfants étaient déjà morts. À l'âge de 11 ans. On appelait ça la vie médiane, c'est-à-dire le moment de la vie où il y a autant de chances d'être mort ou d'être vivant. Un indicateur qui n'existe plus, qu'on ne calcule plus maintenant. Donc, et à la veille de la Révolution, à cause de l'amélioration qui avait été produite, ça n'était plus 11 ans. Non, pardon, c'était 7 ans sous Louis XV, c'était à l'âge de 7 ans, et c'était à l'âge de 11 ans, à la veille de la Révolution, que la moitié des enfants étaient morts. Et à cette époque-là, d'ailleurs, c'est assez intéressant, l'Église n'était pas du tout pro-life. L'Église s'accommodait totalement de ces morts prématurées. C'était absolument normal, c'était la providence. Il y a un célèbre pasteur, un démographe allemand qui écrit « Pourquoi murmurer contre Dieu, ô lecteur ? Si tu me lis, c'est que tu fais partie des survivants. » et donc, voilà, c'était comme ça. Et le grand mouvement de lutte contre la mortalité infantile, on sort un peu du sujet, mais bon, c'est passionnant. C'est vraiment la vaccination contre la variole
quand toutes les familles princières ont fait... Là, il y avait un sens de la communication extraordinaire. Les grandes familles princières d'Europe ont fait des expériences de vaccination contre la variole et on s'est aperçu qu'inoculer une forme bénigne de la maladie, ça faisait moins de tuer, ça sauvait plus de gens que ça n'en tuait. Et là, on s'est dit, tiens, on peut lutter contre la mortalité infantile. Et donc, vous voyez Condorcet, qui est vraiment le très grand auteur sur la question, qui lui dit, on peut éradiquer la mortalité infantile. Voilà, ça c'est. Mais en 14, on n'avait pas encore réussi à le faire. Hein. Alors, le cas de votre grand-mère, elle était quand même hors norme, même à l'époque, parce que la génération née dans les années 1880-1890 a eu quand même très peu d'enfants. C'est une des générations les moins fécondes. Et en plus, comme il y avait encore de la mortalité infantile très forte, il y a eu de grandes réductions de la fécondité à la fin du 19e siècle. Voilà. Bien, je pense qu'il est temps de faire la pause. Je sais qu'il y a encore beaucoup de curiosité. L'exposé était formidable. Merci beaucoup François Héran, parce que ça, au fantasme d'opposer les faits et les chiffres, c'est quand même assez pédagogique. Voilà, merci beaucoup. 5 minutes de pause. Ah oui. Il y a un hashtag Collège des mondes possibles, Collège Monde Possible, avec des majuscules Collège Monde Possible, pour faire des tweets si jamais vous avez le souhait de tweeter.